de ton projet d'écriture, mais surtout la fondatrice d'un programme qui s'appelle le programme Édito. Édito, ça l'enseigne de A à Z, comment prendre notre projet de livre qui est dans notre tête puis l'emmener enfin dans notre cœur. Tout ça pour être capable de le concrétiser, tout ça pour être capable de le matérialiser. Puis un jour d'être capable de prendre notre livre dans nos mains puis de pouvoir le présenter au monde entier parce qu'on en est fiers. Écoute, présente-moi, c'est un grand honneur d'être avec toi. Aujourd'hui, je te présente une amie, Lynne Pillon. Lynne Pillon, ça fait 5 ans qu'elle fait partie de ma vie. J'ai eu la chance de la connaître personnellement, mais aussi professionnellement. Lynne Pillon, c'est une auteure extraordinaire de 2 livres maintenant. Et aujourd'hui, elle va juste nous partager d'une façon spontanée avec son cœur des trucs, des astuces qui vont pouvoir nous aider à éviter de faire certaines erreurs qu'on fait au début, mais surtout nous donner une tape dans le dos pour être capable de concrétiser notre projet plus rapidement, pour être capable, comme je l'ai dit au début, de prendre notre livre enfin dans nos mains puis de pouvoir le présenter au monde entier. Donc bonjour Lynne, ça va bien? Salut Suzy, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Lynne, est-ce que tu peux te présenter? T'es qui toi en tant qu'être humain? T'es qui toi en tant qu'experte? Bien, en tant qu'être humain, je suis la maman d'une belle grande fille qui a presque ton âge, n'est-ce pas? Ben oui! Ben, je suis quelqu'un qui, en tant qu'être humain, qui adore les autres êtres humains, qui aspire à les rendre meilleurs et heureux aussi dans leur vie. Professionnellement, j'ai fait plusieurs métiers. Je suis, on appelle ça un parcours atypique, je crois. Oui! On se rejoint là-dessus, hein? Oui. Puis dans les dernières années, là, je me suis concentrée sur l'écriture et sur l'accompagnement pour les personnes endeuillées. Écoute, Lynne, on s'est rencontrés à l'Académie Zéro Limite en 2012. Ça nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Ah, sérieux? Mais, ça s'assit. Oui, mais je le sais qu'à l'époque, tu n'avais pas tout à fait commencé à sortir ton premier livre. Tu étais dans ce processus-là. Mais écrire pour toi, est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie? Est-ce que c'est un rêve? En fait, comment c'est né ton désir d'écrire en toi? C'est né, j'étais en 5e année, je crois. Et le professeur, à cette époque-là, il n'y avait pas des belles bibliothèques dans les écoles comme il y en a présentement. Puis notre bibliothèque, on ouvrait une armoire, puis il y avait, je pense, 5-6 tablettes. Puis à un moment donné, j'avais tous lu les livres, moi, dans la bibliothèque. Wow. Puis le prof nous avait demandé qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Puis moi, j'avais dit, moi, je vais avoir un livre dans cette bibliothèque-là. Fait que c'était déjà ancré que je voulais écrire. Parce que j'aimais tellement lire, fait que je trouvais que ça nous amenait dans toutes sortes de mondes, puis qu'on apprenait toutes sortes de choses. Il y avait toutes sortes de livres, finalement. Fait que ça a toujours été, j'ai toujours écrit. Souvent, lorsque je parle à des auteurs, il y en a beaucoup qui me disent « Suzy, devenir auteur, là, c'est comme un appel qui est puissant en nous. C'est comme, mettons, une sœur qui décide d'aller au couvent ou quelqu'un, un enseignant qui décide de dédier sa vie aux étudiants, à la profession d'être enseignant. C'est un peu la même chose avec la profession d'auteur. Est-ce que toi, tu as reçu un appel profond là, pour devenir auteur? Reçu un appel, je sais pas. Je sais pas comme ça, mais ressenti le besoin d'écrire. Le premier livre, là, c'était le besoin d'écrire pour ma fille. Pour ta fille. Puis, oui, ça, c'était... Mais je pensais pas le publier à ce moment-là. Vu que j'écrivais beaucoup, je faisais lire beaucoup mes textes dans le temps à Polyvalente, après ça au cégep, à l'université. Puis, quand j'avais écrit ce manuscrit-là, je travaillais à Montréal à l'époque en assurance. Il y avait plein de gens qui s'en servaient parce qu'on parlait de la mort de grands-parents et tout ça. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui venaient me demander, Lynne, je peux-tu avoir ton manuscrit? Je le prêterai à ma belle-sœur. Wow. Fait que, il s'est promené beaucoup avant qu'il soit publié. OK. Ouais. On peut dire que c'est un appel de cette façon-là, je pense. Ouais. C'était pour faire du bien, en tout cas. L'objectif, c'était pour faire du bien. Ben oui. On dit souvent qu'on écrit d'abord pour soi. Est-ce que toi, l'écriture au quotidien, c'est thérapeutique? Est-ce que ça te fait du bien? J'ai écrit longtemps un journal quotidien. Ben longtemps.
Je dirais à partir de la quarantaine, je pense, j'ai laissé tomber un peu le journal quotidien. Mais oui, ça me faisait du bien. Puis oui, parce que j'ai vécu toutes sortes de choses assez difficiles. Fait que ça me faisait du bien de me sortir de la tête puis de l'écrire là. J'aurais écrit des romans incroyables si j'avais gardé. J'ai pratiquement tout jeté ces journaux-là. Je me disais, c'est vécu, c'est du passé, c'est fait. Mais oui, l'écriture a fait du bien. De ce côté-là, oui. Super. Lynn, je sais que tu es auteure de 2 livres. Le dernier, c'est Apprivoiser le deuil animalier. Comment est-ce qu'on se sent quand on tient notre livre pour la première fois dans les mains? Ah, comment est-ce qu'on se sent? T'étais là, hein, Suzy, quand on l'a eu. Tu peux nous le montrer? Tu peux en être fière. Ouais. Suzy, ça a donné qu'elle était à la maison quand les livres sont arrivés. La veille de mon lancement. Oui, on va en parler tantôt. Ouais. Puis, comment on le sent, on met tellement d'heures à écrire, on met tellement d'heures comme moi, c'est pas un roman, là, c'est un livre de référence par rapport au deuil animalier. On met tellement de notre vécu, notre expertise, puis tout ça dedans, que quand on le reçoit, là, c'est comme magique. Hein. On sait que c'est pas magique parce qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est comme un résultat auquel on ne s'attendait pas qu'il était pour être si beau. Je me souviens, tu as dit, je l'ai en 3D, là, il n'est pas juste sur mon ordi. C'est très drôle. Oui, parce que quand on est avec un éditeur, on le reçoit souvent, il y a beaucoup de corrections à faire, tout ça. Puis, on a travaillé comme 2 ans et demi sur ce livre-là. Ben oui. Puis, quand j'avais une amie qui avait pris une photo, puis que je voyais bien qu'il était en 3D. Là, mais là, je l'avais vraiment, c'était vraiment concret. Là, puis on pouvait tourner des pages. Là. Ben oui. C'est ça. Justement, il y a beaucoup d'auteurs qui comparent l'écriture, tout le processus d'édition, de distribution, de publicité à une grossesse. Toi qui as été mère, est-ce que tu penses que ça se ressemble un peu ou c'est totalement différent? Je dirais que c'est pire qu'une grossesse. À un moment donné, on veut l'envoyer au bout de nos mains en notre manuscrit, on est tanné de le corriger. Tellement, puis parce que, on travaillerait dessus tout le temps. Là. C'est jamais complètement comme on voudrait. Tandis qu'une grossesse, ben, t'as comme un délai. C'est là que ça arrive, un bébé. Ça, on peut travailler. Il y en a qui travaillent. Mon autre livre, là, j'ai été quasiment, mon Dieu, 20 ans, là, à toutes les années, je travaillais un petit peu dessus. Puis, pas tant, mais tu sais, je le relisais, puis genre, je vais changer ce mot-là, je vais changer ça. Puis, avant de publier, même, j'avais rajouté un chapitre. Puis, on peut travailler longtemps sur un livre. Ça dépend, il faut qu'on apprenne à s'arrêter. Puis, je n'étais pas prête le premier à le publier rapidement non plus. C'était très, très personnel. Fait que, c'est ça. Justement, tu viens de le dire, écrire un livre, ça prend du temps. À un moment donné, il faut s'arrêter. Mais dans le processus d'écriture, que ça prenne 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, il n'y a pas de délai prescrit en tant que tel. À un moment donné, on se décourage. Hein? On se décourage parce qu'on trouve ça difficile ou on se décourage parce qu'on a des refus de maison d'édition. Peu importe la raison, on se décourage. Est-ce que tu as un truc pour te motiver, toi, au quotidien, que tu pourrais nous transmettre? Bien, dans le fond, là, le découragement, c'est normal, c'est correct. Puis, je dirais que c'est de se rappeler pourquoi on a écrit le livre. Tu sais, de dire pourquoi et pour qui. C'est pas l'objectif. Puis, quand on a des moments de découragement, ben, on a le droit de se rouler en boule, puis on a le droit de prendre une tournée au bout, puis c'est correct. Là, je confirme. C'est bien, bien normal. Mais si on y tient vraiment, puis si on a eu trop de refus selon ce qu'on est capable de prendre, ben, il existe différents modes d'édition. C'est qu'on peut aller vers d'autres modes qui sont moins connus ou moins glamoureux, qu'on peut dire. Mais c'est pas de mauvais choix, là, je pense. Justement, je sais que ton premier livre, tu as décidé de le publier à compte d'auteur. Et ton deuxième, après ça, je pense qu'il a été refait en maison d'édition traditionnelle.
Et le deuxième, tu as eu une acceptation très rapidement de ton éditeur Béliveau, donc le processus s'est enclenché quand même assez rapidement. Rapidement, sans rentrer dans tous les détails, c'est quoi les principaux points forts et les principaux points faibles de l'édition à compte d'auteur, donc l'auto-édition, versus les maisons d'édition plus traditionnelles? OK. Par rapport à s'auto-éditer, là, le point fort, le point le plus fort, je te dirais, c'est d'avoir un suivi sur ce qui est vendu, sur qui vend, où est-ce qu'il est acheté, puis savoir où est-ce que c'est. Okay. Ça, c'est le point le plus fort. Le point le moins fort en auto-édition, mais finalement, c'est à peu près, je ne sais pas comment dire, mais c'est énormément de travail. Énormément. Comme le premier, j'avais appelé toutes les librairies au Québec. Wow. Oui, il y a eu du succès, mais il y a eu du travail en dessous. Oui, ça c'est certain. Le sentiment de liberté aussi, j'imagine, on se sent plus libre. Très. Oui, libre de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, de le vendre comme on veut avec les libraires et tout ça, ceux qui acceptent. Mais il faut tenir compte que c'est pas un roman que je vendais. Je sais que je me suis fait dire par beaucoup de librairies que si ça avait été un roman, il n'aurait peut-être pas été accepté. Donc, parce que moi, c'était comme un livre de référence aussi pour les familles, pour les enfants de vie. Donc, ça apportait... faut tenir compte de ça là, quand on veut s'auto-éditer, mais tout est possible. Si on est prêt à mettre du temps, ça fonctionne. Est-ce que c'est nécessaire d'être en librairie là, pour justement avoir du succès? Est-ce qu'il existe d'autres modes qu'on peut mettre sur pied quand on fait l'auto-édition? Complètement. Oui, il y a d'autres modes, comme... il y a... Mais, l'avantage d'être en librairie, je dirais, c'est que si on veut que les commissions scolaires achètent le livre, il faut qu'il soit dans les librairies agréées. Sinon, on peut avoir notre propre réseau. On peut, comme moi avec le livre sur le deuil animalier, oui, les libraires, c'est un mode, mais il va y avoir les vétérinaires, il va y avoir les boutiques pour animaux, les animaleries, puis tout ça. C'est un mode qui n'est pas librairie, mais mon livre va se vendre autant avec eux. Là. C'est peut-être là qu'on peut faire notre profit aussi. Ouais. C'est peut-être là qu'on peut faire notre profit aussi, hein, parce qu'en librairie, on a un beau 10%. Là. Bien, avec les autres aussi, ça dépend. Comme moi, avec mon éditeur, j'ai des ententes là, que si les vétérinaires en achètent un grand nombre, il va avoir les mêmes avantages finalement que les libraires. OK. Il faut juste qu'on s'entende sur une chose, c'est qu'on écrit rarement un livre pour faire de l'argent. C'est vrai. Ça, il faut s'entendre à ça. Avec ça, oui, il va y avoir des auteurs là, à succès, des gens qui sont plus connus, plus populaires, puis on peut en être de ceux-là autre jour aussi. Là. Il n'y a rien qui empêche. Là. Mais le livre, l'avantage qu'il soit à compte d'auteur ou avec une maison d'édition, c'est que c'est une porte d'entrée, ça permet une certaine notoriété aussi. Si on a pris le temps d'écrire un livre, c'est qu'on est quand même quelqu'un de sensé à quelque part. Là. Puis, moi je dis en guillemets, parce que regardez-moi. Mais non. C'est bien de rire de soi. Mais c'est que ça permet une certaine notoriété aussi là, pour des conférences. Ça peut être intéressant aussi. Excellent. Puis, au niveau des maisons d'édition traditionnelles, c'est quoi les points forts, les points faibles rapidement? Le point fort, ce que j'ai aimé beaucoup avec Béliveau, parce qu'avec le Dauphin Blanc, ce qui est arrivé, mon livre était déjà corrigé, tout ça, fait que eux, ils n'ont pas eu de mise en page à faire vraiment beaucoup. Tout. Avec Béliveau, ce que j'ai pu voir, c'est que, bon, il y a un correcteur, rédacteur, il y a quelqu'un qui te fait sa mise en page. À compte d'auteur, il y avait quelqu'un qui me le faisait aussi. Là. On peut choisir. C'est ça, on peut choisir. Puis que parfois, les correcteurs ou les rédacteurs sont parfois très sévères. Puis, faut
faut s'attendre à travailler, puis à corriger, puis à approuver, puis à dire... moi, je dirais, si vous allez vers une maison d'édition, vous savez ce que vous avez écrit, vous savez pour qui, vous savez ce que vous voulez comme image aussi. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. Mm-hmm. Justement, les gens qui décident d'aller vers la maison d'édition plus traditionnelle, on a l'impression de perdre un peu de liberté sur notre manuscrit. Puis lorsqu'on est un jeune auteur, lorsqu'on reçoit notre fameux contrat d'édition, on est tellement content, on s'empresse de le signer. Hein? Mais est-ce que d'après toi, un contrat d'édition, faire affaire avec une maison d'édition, c'est un travail d'équipe? Est-ce qu'on a quand même notre mot à dire ou au contraire, on leur donne tous nos droits d'auteur puis on doit céder à ce qu'ils veulent? Comment toi tu vois ça? Ben, c'est pas juste comment je le vois moi, c'est comment plusieurs auteurs le voient aussi, parce que je suis dans un groupe d'auteurs, puis on en parle des fois des contrats et tout ça. Puis il y a des nouveaux auteurs qui arrivent dans le groupe et qui se questionnent par rapport au contrat. Il y a l'UNEC qui peut répondre là, des fois aux besoins. C'est pas par rapport avant de signer un contrat, je vous dirais. Parlez-en avec soit un auteur qui en a déjà signé, soit avec un avocat, soit avec quelqu'un qui a une certaine expérience. Signez pas tout de suite. Parce que quand on va dans les salons du livre, on en entend de toutes les sortes, de toutes les couleurs, des contrats que les gens ont signés, les obligations de présenter des manuscrits pendant un nombre d'années. Moi, je ne suis pas la seule qui a cette façon de voir là. Si je suis bien avec une maison d'édition, pourquoi je changerais? C'est ça. C'est une question de confiance là, envers la maison d'édition puis envers l'auteur. Je pense que les deux, si on travaille ensemble, on va avoir le goût de continuer. Puis ça se peut qu'on ait le goût d'aller ailleurs parce que le prochain livre, ben, il va aller plus vers le type d'une autre maison d'édition. C'est correct. Là. Moi, je pense qu'il faut se donner de la latitude. Là, Mais ce qui est surtout important, faire affaire avec des professionnels, c'est primordial. Mais ce qui est surtout important, c'est de ne pas s'emballer puis de signer trop vite, c'est de prendre le temps de lire, de prendre une distance face à ça et de se poser la question parce que moi, j'ai dû avoir ce qu'on appelle un premier droit de refus avec ma première maison d'édition. Donc, c'est important de se poser la question, est-ce que je suis à l'aise avec cette clause-là ou si je préfère l'abolir ou l'améliorer ou peu importe? Ça se fait enlever des clauses dans un contrat. C'est possible aussi. Là. Ça dépend de la relation qu'on a avec l'éditeur. Puis ça dépend de la confiance en soi aussi. Moi, je dirais, est-ce que je vais être publiée à tout prix avec cet éditeur-là ou je me respecte, puis moi, cet éditeur-là, s'il garde aussi, il rajoute ou autre. Est-ce que je suis capable de dire, ben non, moi, je vais aller ailleurs. Puis je vois des auteurs, c'est ça. Des fois, il y en a qui écrivent des livres à 2 ou à 3, puis il y en a qui sont prêtes à concéder comme ça, les yeux fermés, tout à l'éditeur. Puis il y en a une des 3 qui dit, moi, cette clause-là, je l'aime pas trop. Mais, tu sais, elle va être prise après ça, cette personne-là, avec le même contrat. C'est vraiment là, de prendre le temps puis de se faire, de s'informer. Qu'est-ce qu'on a le droit de demander, d'enlever, de rajouter? Ça vaut la peine. Exactement. En bout de ligne, tout est une question de communication, tout est une question de travail d'équipe. Tout le monde veut le succès du livre. Donc, plus on travaille en équipe, mieux c'est lorsqu'on travaille avec une maison d'édition traditionnelle. Oui, puis que ce soit une maison d'édition traditionnelle, que ce soit une auto-édition, il faut s'attendre à travailler par rapport à la promotion. Ça, il faut vraiment s'attendre à mettre des heures et des heures et des heures. C'est ça, des fois, les gens ils nous disent « Ah, t'es chanceuse, tu vas là, tu fais ça. » C'est pas nécessairement de la chance, c'est beaucoup de travail. C'est en dessous de l'iceberg que tout se passe. Justement, on va en parler brièvement. Moi, je sais que tu organisais un lancement de livre au mois de mars. Puis, il est arrivé toutes sortes de péripéties. Hein? On ne trouvait pas la bonne salle. 3 semaines, 1 mois avant, on décide de faire un lancement virtuel à partir de chez toi. Tu n'as pas reçu tes livres, tu as reçu la journée de ton lancement. Donc, est-ce que tu peux nous en parler brièvement de comment ça s'est organisé, là, ton lancement, puis tes étapes, puis comment tu as vécu ça en tant qu'auteur? Bien, étant donné que, bon, les salles, là, je ne savais pas si je devais faire à Montréal ou à Québec ou comment. J'avais donc bien de la misère à me décider. Là, on a décidé puis c'est toi qui m'as aidé pour le lancement aussi, on a décidé de faire ça. Tu as eu la géniale idée de faire ça par Internet. J'avais plus le choix.
mais j'ai adoré parce que moi, je suis beaucoup via les réseaux sociaux puis via Internet. Puis la veille, j'avais pas mes livres, en tout cas, je devais les avoir. Puis quand, tu sais, je me disais, au pire, ben, je montrerai une feuille de la couverture. Puis, mais au moins, j'aurais pas l'anxiété de dire, j'ai pas mes livres, je peux pas vous en vendre, je peux pas dédicacer, puis ça aurait été la pire hantise, là, de louer une salle, d'avoir plein de monde, puis de pas avoir de livres. Fait que ça a été fantastique de faire ça par Internet. J'ai adoré ça. J'ai adoré l'expérience parce que ça élimine un stress incroyable. On était chez nous, dans mes choses. Tu étais dans la cuisine pour faire le suivi. C'était vraiment génial. Puis de t'avoir pas loin aussi, là. Tu sais, de t'avoir, parce que veux pas, une journée de lancement, on est un peu plus stressé. Hein? Avoir-le, là. Fait que ça a été... Moi, j'ai adoré. Justement, tu as parlé que tu n'avais pas tes livres, que tu n'étais pas sûre. Finalement, ils sont arrivés la journée même. Mais toutes ces petites péripéties-là ont fait en sorte que, intuitivement, tu as écouté les synchronicités de la vie, puis on s'est dit... Il y a quelque chose qui marche pas, là. C'est pas normal de pas trouver de salle, de pas s'entendre, de ci, de ça. On ne savait pas que tes livres arriveraient la journée même, là. On connaissait pas ce facteur-là, mais intuitivement, on sentait qu'il y avait quelque chose qui bloquait avec un vrai lancement. Ça m'amène à te poser cette question-là. Dans la vie de tous les jours, toi, je pense que écouter ton intuition, c'est important. Mais dans un projet de livre, est-ce que écouter son intuition, pour toi, c'est primordial? Tu sais, quand on le sent qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il faut l'écouter même dans son projet d'écriture? Ah oui, tout à fait. Que ce soit pour dire, bon, ben aujourd'hui, je m'en vais écrire ou... moi, mon inspiration m'arrive souvent quand je conduis, fait que je m'arrange pour avoir souvent c'est bien plat de conduire puis avoir envie d'écrire. Fait que je m'arrange toujours pour avoir un livre puis un crayon ou en tout cas ceux qui ont des téléphones intelligents, un dictaphone, quelque chose pour pouvoir noter. Puis intuitivement, des fois, on se dit, je pourrais aller là ou je passe par là, je vais aller leur parler de mon livre, puis on ne sait pas ce que ça va nous emmener. C'est assez spécial. J'ai contacté quelqu'un dernièrement, puis elle me disait, contacte tel endroit, probablement qu'ils vont être intéressés, puis c'est probablement ce qui va arriver aussi, là. Fait que, je ne peux pas dire plus, mais c'est vraiment, quand on a une petite voix, là, ou quand on n'est pas certain, on demande à sa petite voix une guidance quelconque, là, puis ça arrive. C'est assez génial. C'est assez... Fait que quand on sent qu'on est poussé vers quelque chose, même si on ne sait pas pourquoi, c'est important de ne pas freiner ça puis d'y aller. Oui, parce qu'autrement, il n'y aurait pas eu de lancement. Puis, dans le fond, l'éditeur, c'est parce qu'on s'était dit, ils vont faire imprimer, je devrais les recevoir. Puis moi, dans ma grande envie de faire mon lancement, j'avais peut-être mis ça un peu plus rapidement que prévu. Fait que, tout a été parfait quand même, là, comme dit François Lemay, mon cher ami. Ben oui, c'est correct. C'est quand on n'est pas rébarbatif à ce qui arrive, ça se passe bien. Là. Puis les gens ils ont aimé ça, le lancement, puis ils en ont parlé un peu. Puis ça permettait, l'avantage d'un lancement par Internet, ça permettait de rejoindre les gens en France aussi, puis en Suisse, puis en Belgique. Il n'aurait pas pu être au Québec. Là. Non. Ça permettait de mettre tous les gens ensemble. Exactement. Il y a des gens qui ont participé à ton lancement, qui t'ont découvert, qui t'ont aidé par la suite là, dans la suite des choses. Oui, c'est ça. C'est vraiment génial. Là. Essayez-le. Vous pouvez en faire des lancements en salle. Je suis rien contre ça. C'est vraiment cool parce que j'en ai déjà fait. Mais par Internet, c'est vraiment cool aussi. C'est différent. Maintenant qu'en francophonie, on peut rejoindre le plus de gens possible. C'est vraiment hot. Permettez-vous-le. C'est bon. Lynn, j'ai une question un peu délicate à te poser, mais je vais quand même te la poser parce que je sais que tu es une femme de cœur. Écoute, si on regarde juste en surface, Lynn Pillon, en ce moment, avec son 2e livre, elle a beaucoup de succès. Hein?
Tu as passé à Salut Bonjour, on a parlé de ton livre à Salut Bonjour, tu as passé à Isabelle Maréchal, tu as fait beaucoup de postes de radio, la télévision, les journaux, on a parlé de toi à profusion. Là, tu t'en vas même en Europe prochainement. Donc, tu sais, on a l'impression que Lynn Pillon, c'est parti, ça fonctionne. On a l'impression que tu as écrit un livre puis que tu as eu du succès comme ça en criant lapin. Mais ce qu'on oublie, là, c'est que il y a un travail de longue haleine, de plusieurs années. Tu as une page LinkedIn, tu as une page Facebook, tu en as contacté des journalistes pour avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'entrevues, tu en as contacté des cinquantaines, là. C'est pas tout le monde qui te dit oui. Donc, ça m'amène à te poser cette question-là. Pour réussir, pas pour nécessairement avoir un best-seller, mais pour réussir, est-ce que c'est important la stratégie promotionnelle? Est-ce que c'est important, dès qu'on commence à rédiger, de se poser la question, c'est qui mon lecteur idéal? Puis de mettre sur pied une stratégie pour être capable de faire en sorte que nos livres vont se vendre en librairie ou ailleurs? Tout à fait. C'est hyper important c'est comme je disais tantôt, c'est comme quand on se décourage n'importe quoi, de savoir pour qui on l'écrit puis pourquoi. Fait que ces gens-là, pour qui on l'écrit, ça devient nos lecteurs. Puis ces lecteurs-là, ils se trouvent où? Est-ce qu'ils se trouvent plus sur LinkedIn, plus sur Facebook, plus sur Twitter? C'est qui peut les approcher? C'est qui peut être ma voix dans ça? Puis moi, c'est ça fait des années là, que je contacte sur Twitter, j'ai beaucoup de journalistes, j'ai beaucoup de recherchistes sur LinkedIn aussi. Puis tu le sais, quand on a fait le lancement, on les a contactés, il y en a qui t'ont écrit, il y en a qui m'ont écrit. C'est des années de réseautage là, en arrière de ça là, qui permettent aujourd'hui ce qui se passe avec le deuxième livre. C'est vraiment ça. Puis je le vois encore, je le vois régulièrement, là, que ces contacts-là font une différence dans le rayonnement du livre. Puis pas juste du livre, mais de mes services aussi. Là. Ben oui. Je le vois, là. Quand tu parles de contact, tu en as parlé brièvement tantôt, tu as fait beaucoup de métiers. C'est des contacts que tu t'es fait au fur et à mesure. C'est pas parce qu'on va briser un mythe, toi puis moi, là, c'est pas parce qu'on n'a pas les contacts maintenant qu'on n'est pas capable de réussir. Parce que on n'a pas besoin de naître avec les contacts puis d'être la fille d'eux puis le garçon d'eux, mais c'est quand même important tout de suite de commencer à tisser des liens là, avec les gens qui nous entourent. Tout à fait. Moi, j'enseignais aux jeunes adultes, puis je leur disais, ton attitude d'aujourd'hui peut faire une différence dans ton réseau de demain. C'est vrai. Parce qu'il y avait des jeunes qui étaient un peu plus rébarbatifs. Il y en a qui étaient un petit peu plus rebelles ou nonchalants. Puis il y en avait certains qui étaient un petit peu plus vieux que ces jeunes-là et qui avaient des conjoints qui avaient des entreprises. Puis je donnais souvent comme exemple, mais elle, c'est certain que ça ne tentera pas de parler de toi à son conjoint si tu te cherches un emploi, parce que ton attitude présentement ne démontre pas que tu vas être un travailleur intéressant pour lui. Donc, l'attitude que vous avez présentement, peu importe où vous travaillez, peu importe votre réseau d'amis, peu importe où vous êtes dans vos loisirs ou votre bénévolat, n'importe quoi, ça peut faire une différence. Parce que les gens ils vont dire « Hey, cette personne-là, c'était quelqu'un de fin ou de pas fin. » Ça dépend. C'est sûr. Puis moi, je le vois, j'ai travaillé longtemps en assurance à Montréal, puis je vois par Facebook, entre autres, des anciennes collègues là, qui me félicitent par rapport à mes livres, puis qui ont partagé tout ça. Là. Fait que je me dis « Ah, c'est cool. » Mais c'était des gens avec qui j'avais des bons contacts. Là. C'est certain. Lynn, on a eu la chance de travailler ensemble un peu avant ton projet, donc d'établir une stratégie. Pendant, j'ai fait partie de ton comité de lecture. Donc, on a travaillé un peu sur ton livre ensemble, mais surtout après, donc le lancement et la stratégie promotionnelle. En quelques mots, c'est quoi l'expérience que tu as vécue de travailler avec moi? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus en tant qu'auteur de travailler avec moi sur ton lancement et sur tout le processus? Bien, la première chose, je dirais, c'est de se sentir épaulé. C'est de ne pas se sentir tout seul. Puis toi, t'es une machine à popcorn incroyable.
soit des stratégies ou des façons de penser, des façons de faire que moi, je n'aurais pas pensé. J'étais peut-être plus... Pourtant, je parlais pas pire pour t'étais tellement de wow, c'est très, très, très stratégique marketing. Tu l'as, toi. Puis c'est très aidant. Oui, c'est très, très aidant parce qu'on dit, ah oui, on peut aller par là. Puis tu sais, entre autres, là, avec... je vais te donner l'exemple pour les gens qui ne penseraient peut-être pas, mais tu sais, la revue là, pour les LGBT. Oui, c'est vrai. J'aurais jamais pensé, moi, premièrement, je ne savais pas que le magazine existait. LGBT, puis, on va juste confirmer, c'est une revue pour les gays, hein, je pense. Oui, lesbiennes, gays, trans, tout ça. Là. Okay. Puis, ça a été quelque chose, on y est allé intuitivement par là, puis ça m'a permis de découvrir des personnes super intéressantes. J'ai parlé avec des gens de ce magazine-là, puis de constater une réalité aussi que je ne connaissais pas. Donc, quand on a une intuition, quand on a une Suzy qui est en arrière, qui nous dit go, c'est vraiment génial. Je crois que si je me souviens bien, dans cette revue-là, tu as été publiée 1 ou 2 fois, il me semble. 2 fois. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas au départ, mais ça t'a donné une belle visibilité dans un marché que tu n'aurais peut-être pas ouvert. Bien, que je n'aurais pas pensé parce que moi, personnellement, je ne mets pas de barrière entre hétéro et tout le monde. Fait que moi, tout le monde c'était de l'inclusion pour tout le monde. Mais je ne savais pas que ce magazine-là existait. Fait que ça a permis d'aller, comment on dirait, cibler ces gens-là qui ont aussi, qui vivent aussi des deuils par rapport à leur animal. C'est vraiment génial. Et juste avant de terminer, si tu avais une sagesse à transmettre à un auteur qui veut commencer, mais qui a peur puis qui veut pas foncer, là, si tu avais juste une tape sur l'épaule à donner à quelqu'un, un seul conseil, ce serait lequel? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Je dirais juste, fais-toi confiance. Puis si tu n'es pas certain, si tu n'es pas certaine, communique avec un auteur. Les auteurs, là, on n'a pas des dents pointues, puis on mange pas le monde. Ils ne quittent pas le monde comme des piranhas. On est super gentils, puis pour en avoir rencontré plein d'un salon du livre, puis que je sais que je vais en rencontrer encore, on aime ça, jaser de cette réalité-là, puis ça permet au livre de continuer de vivre, puis il va y avoir d'auteurs, fait que go. Oui. Je te remercie beaucoup, Lynn. Le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te joindre si on est intéressé par tes services ou à commander ton livre dans notre bibliothèque? Il y a le linpion.com et il y a le deuilanimalier.com aussi. Il est pas mal disponible dans toutes les librairies. Vous le demandez à votre bibliothécaire, puis il va le faire venir, puis vous allez l'avoir. Merci beaucoup, Lynn. Ça a été un pur bonheur de t'entendre. Donc, je ne te retiendrai pas plus longtemps. Je sais que ton temps est précieux, mais merci du plus profond du cœur. Merci. C'est moi qui te remercie. Ça fait plaisir. Bye. Salut.